Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le marché alexandrin s'intensifie, le royaume retrouve sa prospérité. L'administration est dirigée par des fonctionnaires grecs qui prennent de plus en plus d'influence sur la vie du royaume. Alexandrie devient donc un important centre de commerce, mais aussi de culture. Ptolémée fait venir les savants, les poètes, les artistes et les historiens. C'est effectivement un homme d'esprit, passionné de philosophie, d'art et de science. On y voit le célèbre peintre Apelle, Euclide, l'écrivain Hécatée, le poète Philétas, le philosophe Stilpon. Les médecins Hérophile et Érasistratos font également le déplacement. Mais la vie à la cour de Ptolémée ne présente pas le luxe qu'elle aurait dû exiger. Les plats sont terriblement simples, peu ragoûtants, parce qu'il s'agit le plus souvent de tripes ou de lentilles baignant dans une sauce faite de vinaigre et de vins locaux. La vaisselle est très ordinaire, le roi ne partage ses repas qu'avec des Grecs, renvoyant carrément les Égyptiens à des tâches ingrates. Sur les plans de Démétrios de Phalère, il fait construire un bâtiment pour accueillir les nombreux artistes qui venaient à Alexandrie. Et c'est comme ça que va naître le Muséion, un bâtiment dédié aux muses qui se compose d'une cour à portique agrémentée d'arbres destinée à faciliter la réflexion, d'une grande salle de travail et de cellules permettant aux savants de transmettre leur savoir à des disciples. Mais un drame éclate dans l'intimité du palais royal. Ptolémée tombe amoureux de Bérénice, la servante de son épouse Eurydice. Et le roi décide de l'épouser. Blessé, Eurydice rentre dans son pays d'origine. Âgé de 80 ans, Ptolémée se soucie de sa succession. Enfin, il consulte Démétrios, puis ses proches. Son fils aîné, Céronos, est plutôt peu apprécié de la cour parce qu'il est hargneux, coléreux. On lui préfère son cadet, Ptolémée, lui aussi agréable, d'une remarquable intelligence, au discours fin, aux manières élégantes. Et Ptolémée, l'ancien, abdique en 285 avant Jésus-Christ. Il laisse le pouvoir à son fils cadet sans intervenir dans la politique du nouveau roi, malgré les dissensions qui peuvent survenir entre le père et le fils. Et il s'éteint dans sa 85e année. Et son fils lui organise de somptueuses funérailles. Il le fait diviniser en instaurant tous les 4 ans un culte, une décision approuvée par le peuple et constituée en grande partie de Grecs. Et en effet, des dizaines de milliers d'immigrants grecs s'installent désormais au bord du Nil, accompagnés d'individus qui ne sont pas grecs, notamment des Thraces et des Juifs. Ils constituent bientôt 5 à 10% de la population totale. L'histoire de l'Égypte révèle des contacts entre les Égyptiens et les Mycéniens dès le Nouvel Empire. Des populations grecques s'installent en Égypte au début de la 26e dynastie, c'est-à-dire 664-526, avant notre ère bien sûr, mettant en place une interaction forte entre la Grèce et la vallée du Nil. Pourtant, Hérodote décrit les côtes égyptiennes comme dangereuses et inhospitalière, ce qui n'empêche pas Ménélas et Hélène, et puis les Grecs, d'y débarquer sous l'allure d'hommes de bronze pour aider Psamétique Ier à imposer son autorité aux autres princes du Delta, puis au pays entier. En réalité, l'arrivée des Grecs en Égypte est due à l'expansion grecque en Méditerranée par le biais des échanges commerciaux et du mercenariat. Des soldats grecs sont engagés dans l'armée saïte pour défendre le pays contre les invasions couchites et babyloniennes. Dans le cadre d'une alliance anti-achéménide entre Grecs et Égyptiens, la Grèce envoie ses soldats pour aider les pharaons saïtes à repousser les armées assyriennes et babyloniennes. Et puis les souverains égyptiens engagent des généraux grecs. Et tout ça engendre des conflits, vous l'imaginez, des conflits internes provoqués par les rivalités entre généraux grecs. On observe quand même une forte présence grecque aussi à Memphis, matérialisée par la construction de cimetières étrangers pour accueillir les tombes des Araméens, des Cariens et des Grecs. Les stèles funéraires témoignent d'une hybridation des pratiques funéraires. Elles représentent le défunt face à Osiris et la prothésis, l'exposition du corps dans le rite grec. Cette présence grecque se mesure à travers la culture matérielle, notamment la céramique importée ou produite sur place par des artisans grecs et par des ateliers de faïence et des sanctuaires.
On élève des sanctuaires dédiés à des divinités grecques, comme en témoignent les dépôts de fondation composés de morceaux de céramique et de pièces de monnaie. L'arrivée de populations venues de Grèce, de Chypre ou d'Asie favorise alors une diversité des installations et des activités. Le centre du pouvoir est déplacé sur la côte méditerranéenne, à Alexandrie, cité donc fondée par Alexandre et promue au rang de capitale. Le déplacement du pouvoir de Thèbes à Alexandrie renforce donc la présence grecque qui existait déjà dans le delta, notamment à Naucratis, un ancien comptoir commercial établi par les pharaons saïtes. La ville devient, selon Strabon, le plus grand emporium, c'est-à-dire marché, de la terre habitée, ainsi que l'un des principaux centres de culture grecque à l'époque hellénistique. En plus, une nouvelle cité grecque est fondée en Haute-Égypte, Ptolémaïs, tu penses, afin de servir de relais au pouvoir dans la partie sud du pays. Ptolémée va lancer d'ambitieux travaux d'irrigation et de drainage en Moyenne-Égypte pour mettre en culture de nouvelles terres. De nombreux villages se développent à partir de modestes hameaux, les colons grecs s'y installent en grand nombre, notamment dans le Fayoum. Ils représentent bientôt le tiers de la population totale. Il s'agit essentiellement de soldats, d'agents de l'administration lagide, de négociants, d'artisans, de médecins et de maîtres d'école qui reproduisent une vie à la grecque, si vous voulez, la Greek way of life, on dirait aujourd'hui. La Greek way of life. Ils fréquentent les gymnases, se lavent dans les bains, honorent leurs dieux dans des temples grecs. De nombreux Égyptiens intègrent les rangs de l'administration locale et de la police. Ils occupent une place de plus en plus importante quand même dans l'armée au fil du temps. Certains accèdent à des charges situées au plus haut niveau de l'État. On observe quand même des contacts forts entre la culture égyptienne et la culture grecque. Les Grecs se montrent curieux des cultes et des dieux égyptiens. Ils s'approprient même certains d'entre eux, à l'image de Sarapis, une adaptation hellénisée du dieu Osirapis, le taureau Apis, mort, vous savez, assimilé à Osiris, qui connaît un grand succès en milieu grec, ou alors d'Isis, qui devient une déesse universelle sous sa forme hellénisée. Dans les quartiers où cohabitent Égyptiens et Grecs, la Chora, donc, on assiste à des mariages mixtes. Certains habitants choisissent d'adopter un double nom, un nom grec et un nom égyptien. Dès le début de l'histoire égyptienne, les femmes de la famille royale ont exercé, vous savez, le pouvoir à des degrés divers et ont même pu se hisser à la tête de l'État pharaonique. La reine-mère joue un rôle proéminent, surtout durant une période de régence. En l'absence d'héritier mâle, en âge de monter sur le trône, c'est la mère ou l'épouse du roi qui prend donc le pouvoir en tant que pharaon. L'histoire de l'Égypte compte d'illustres figures féminines qui se sont révélées de véritables chefs d'État. Hatshepsut, Néfru-Sobek, Taousert. Heureusement, je n'ai pas cité tout le monde parce que les émissions feraient 6 mois, c'est pas possible. Ce statut privilégié est à mettre en relation avec le clergé du temple d'Amon de Thèbes. La reine incarne la contrepartie féminine essentielle de la royauté égyptienne, partageant le statut divin du pharaon. Mais le fait qu'une reine devienne véritablement pharaon reste rare. Seulement 5 reines se sont hissées au sommet de l'État pour les 3000 ans d'histoire égyptienne. Vous avouerez quand même que ça fait peu. Eh bien, tout change à l'époque lagide. Après la mort d'Alexandre, ses successeurs mettent en place des alliances qui installent les filles des grandes familles au centre de stratégies matrimoniales. Ptolémée Ier épouse Eurydice et Bérénice, issues de familles macédoniennes. Ptolémée II, Philadelphe, divinise sa mère, sa sœur et son épouse Arsinoé II. Les reines lagides bénéficient d'un culte dès leur arrivée sur le trône et d'un clergé qui les honore après leur mort. Le mariage entre frères et sœurs devient même fréquent, même si ce n'est pas une règle générale non plus. À la mort de Ptolémée V Épiphane, comme on dit, en 180 avant Jésus-Christ, aucun de ses 3 enfants n'est en âge de régner. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.